Merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence ici au ministère de l'Intérieur. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter ce projet de loi qui a été présenté au Conseil des ministres le 9 décembre. Je vais enlever mon masque étant seul dans le périmètre d'un mètre afin que vous puissiez mieux entendre. C'est un projet de loi qui vise à conforter les principes républicains et à lutter contre le séparatisme. Ce projet de loi s'inscrit dans la continuité du discours du président de la République prononcé aux Mureaux il y a quelques mois de cela et dans la grande trajectoire de la politique menée par le gouvernement depuis 2017. Notre volonté à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et moi-même, avec ce projet de loi, c'est de faire en sorte de rappeler certains principes importants, notamment les valeurs de la République, la laïcité, la liberté, l'égalité, la fraternité, de conforter la liberté de culte. C'est pour ça que nous avons pris un certain nombre de mesures, et notamment des mesures qui visent à lutter contre l'islamisme radical. Pourquoi ? Parce que nous considérons qu'en France, nous avons suffisamment de lois qui permettent de lutter juridiquement contre le terrorisme, ce qui ne veut pas dire que ça permet d'éviter le terrorisme, mais enfin nous avons un arsenal de lois qui a été constamment renforcé, et encore récemment, il y a quelques mois, avec la loi dite SIL sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. En revanche, maintenant, nous pensons qu'il nous appartient et qu'il appartient aux grandes démocraties du monde de mieux lutter contre l'idéologie qui précède au passage à l'acte violent et au terrorisme. Et cette idéologie, c'est l'islamisme radical. C'est l'idéologie qui vise à endoctriner en dévoyant les principes d'une religion et à soumettre. C'est l'idéologie de Daesh, c'est l'idéologie d'Al-Qaïda, c'est aussi l'idéologie d'un certain nombre de groupes islamistes en France qui sont ceux qui ont permis à des jeunes gens, devant leur écran d'ordinateur, devant leur écran de téléphone, de se radicaliser et de passer à l'acte et de commettre des attentats terribles, comme le fait de décapiter un professeur à 17h en pleine rue, ou le fait d'égorger 2 femmes en train de prier un matin dans une église. Et donc pour cela, nous avons voulu, avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, travailler sur les questions de transparence en matière de financement des cultes, notamment pour lutter contre les ingérences étrangères malveillantes. Nous considérons qu'il est important que les musulmans qui exercent leur foi en France puissent le faire de façon libre et sans risquer de faire en sorte que leur mosquée soit victime d'un putsch par un imam radical, par exemple. Nous avons considéré également qu'il était important de faire en sorte que le culte musulman s'organise. Cela ne figure pas dans le projet de loi, puisqu'en France, en vertu de la loi de 1905, on ne peut pas légiférer sur les religions, mais c'est un travail parallèle mené par le président de la République et le ministre de l'Intérieur pour faire en sorte que la religion musulmane puisse s'organiser de manière à éviter que des gens se prétendent imams et appellent à la haine sous ces couleurs-là. Pour revenir au projet de loi, nous avons également décidé de mettre des dispositions importantes sur l'école et l'éducation nationale pour conforter le rôle de l'école dans notre société, des dispositions qui visent à lutter contre la haine en ligne. Dans le cadre de ce qui s'est produit avec l'assassinat du professeur Samuel Paty, on a vu qu'avant que cela ne se produise, il y a eu un certain nombre d'informations personnelles qui ont été mises en ligne sur ce professeur pour l'identifier. Et nous avons en ce moment en France des journalistes qui sont sous protection policière parce qu'elles, et ils, mais essentiellement elles, font l'objet de menaces violentes sur les réseaux sociaux. Avec ces menaces violentes, il y a des informations personnelles, et donc dans cette loi, nous créons un délit de mise en danger de la vie d'autrui. C'est un article dit Samuel Paty qui permet de faire en sorte que lorsqu'on dévoile des informations sur vous, votre lieu d'habitation, le nom de vos enfants, etc., sur les réseaux sociaux, et bien cela maintenant est répréhensible au regard de la loi. Par ailleurs, nous avons créé avec Gérald Darmanin des dispositions pour mieux soutenir les maires et les associations. Par exemple, le contrat d'engagement des principes républicains qui vise à dire que maintenant, toute association qui voudra toucher une subvention, que ce soit de la part de l'État ou de la part des collectivités, eh bien cette association devra s'engager et signer ce contrat d'engagement sur les principes républicains. Si elle ne le fait pas, elle ne pourra pas toucher d'argent public et elle pourra même être amenée à devoir rembourser les subventions qu'elle aurait touchées dans le passé. Nous faisons cela pour aider et soutenir les maires et les élus locaux qui sont courageux et qui veulent faire en sorte de défendre les principes républicains. Nous sommes en train de travailler au contenu de cette charte avec les élus et avec les associations. L'idée, ce sera de définir les principes de la République et de dire quels sont les motifs qui empêchent une association de toucher la subvention. Par exemple, le non-respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, le fait
proférer des propos antisémites, le fait d'obliger des membres à s'adonner à des pratiques religieuses, etc., etc. Et puis pour finir, nous avons mis dans cette loi un bloc que nous avons appelé dignité humaine, ou égalité entre les femmes et les hommes, qui vise à travers quelques mesures à renforcer l'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes. Notamment à interdire les certificats de virginité. Nous interdisons dans cette loi en réalité tout certificat médical sans lien avec la santé de la patiente. Désormais, ce ne sera plus possible de procéder à des tests de virginité comme c'était parfois le cas avant que la jeune fille se marie. Par ailleurs, nous renforçons les dispositions plus contre la polygamie. La polygamie est déjà interdite en France, mais avec cette loi, il sera plus possible de donner un titre de séjour à une personne polygame. Si une personne polygame est entrée sur le sol français et que sa situation de polygamie est découverte, le titre de séjour lui sera retiré. Par ailleurs, nous renforçons la lutte contre les mariages forcés. En France, environ 200 000 femmes vivent dans un mariage auquel elles n'ont pas consenti. Il est important pour nous de faire de la prévention. Nous voulons renforcer le rôle des associations et le rôle des ONG qui désormais pourront signaler à l'officier d'état civil leur soupçon d'un mariage forcé. L'officier d'état civil aura l'obligation de recevoir séparément les deux futurs mariés pour s'assurer véritablement de leur consentement, et si l'un doute subsiste, il aura l'obligation de faire un article 40 au procureur de la République pour le signaler. Et puis enfin, dans ce bloc de mesures, nous allons travailler sur la question de la réserve héréditaire. Il n'est pas permis en France de déshériter une fille par rapport à un garçon, mais il y a des pays dans lesquels c'est possible, et nous voulons faire en sorte que lorsqu'une fille a des parents qui sont d'une autre nationalité ou que les biens sont dans un autre pays, eh bien la loi française puisse prévaloir, ou en tout cas intervenir pour créer un mécanisme de compensation qui vienne rattraper sur les biens existants en France les montants ou les biens desquels la jeune fille aurait été spoliée ou en tout cas aurait été déshéritée. Donc c'est une loi forte qui a été présentée hier au Conseil des ministres, qui sera débattue au Parlement à partir du mois de février dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Et nous voulons faire en sorte avec cette loi de marquer les esprits. Ça vient accompagner un travail plus général mené par le gouvernement, avec par exemple un travail de lutte contre le cyber-islamisme. Nous avons ouvert les services de Pharos, qui est la plateforme de signalement des contenus d'apologie du terrorisme, violent, etc. en ligne, 24 heures sur 24. Nous sommes en train de créer une unité de contre-discours sur les réseaux sociaux pour répondre aux propos d'appel à la haine et aux propos islamistes qui existent. En Conseil des ministres, sur l'autorité du Président de la République et du Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a obtenu la dissolution d'associations islamistes comme le CCIF, Baraka City, ou le groupement de fait Cheikh Yassine, qui était impliqué dans l'assassinat du professeur Samuel Paty. Et puis enfin, nous avons une action locale de terrain autour de ce que nous appelons les CLIR, les cellules de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire, qui permettent sur tous les départements français, autour du préfet, de passer en revue des dossiers d'associations, d'entreprises, de structures problématiques qui prêchent une idéologie islamiste, afin de pouvoir les passer au peigne fin et procéder, si c'est nécessaire, à leur fermeture. Plus de 350 lieux ont ainsi été fait fermer depuis début 2017. Et j'étais hier avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation nationale à Évry, lors d'une CLIR sur le terrain pour soutenir l'engagement des fonctionnaires de la République qui mènent ce travail au quotidien partout sur le terrain. Je pense que je vous ai dit l'essentiel de ce que je pouvais vous dire. Il y a peut-être des détails ou des réponses peut-être à des questions si certains d'entre vous souhaitent en poser. Bon, les questions sur un sujet complètement différent, c'est Kim Bush, correspondant pour le Guardian. J'ai voulu demander à Madame la Ministre si elle pense que le gouvernement fait assez contre la violence faite aux femmes. C'est un peu votre ancien rôle, mais j'aimerais bien savoir si, surtout pendant le confinement, on a eu des situations dégradantes pour les femmes, si vous pensez qu'on fait assez. Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer par répondre à la dernière question pour vous dire très simplement et de façon empirique, je crois qu'on n'en fait jamais assez contre les violences à l'égard des femmes, que ce soit le gouvernement français, le gouvernement de n'importe quel pays, et d'ailleurs l'ensemble de la société. Moi j'observe que c'est un sujet sur lequel il ne faut jamais rien relâcher. On a réussi avec le président de la République à en faire un sujet majeur en créant la grande cause du quinquennat pour l'égalité femmes-hommes, en créant un Grenelle des violences conjugales. Quand j'ai créé le Grenelle des violences conjugales, 9% des Français connaissaient le numéro d'appel du 3919,
qui accompagnent les femmes. Maintenant, ils sont 64% des Français à connaître ce numéro d'appel. 64%, c'est mieux que 9%, c'est moins bien que 99%. Donc je pense qu'il y a encore un progrès à faire, et un progrès à faire dans la connaissance des droits des femmes. Et c'est pour ça, par exemple, que je viens de sortir un petit livre avec Dallos, qui est un éditeur juridique. On reverse 100% des droits justement à l'association qui gère le 3919, et on a collecté dans ce petit livre tous les nouveaux droits des femmes qu'elles méconnaissent. Parce qu'en fait, en 3 ans, on a fait voter 3 lois, et on est allé très vite, mais parfois les professionnels de terrain ou les femmes ne connaissent pas et ne peuvent pas se saisir des droits qui existent. Je vous donne un exemple. En France, il y a une loi maintenant qui permet de saisir les armes du conjoint violent dès le dépôt de plainte pour les violences conjugales. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas au moment du dépôt de plainte et donc qui ne disent pas forcément que le conjoint a des armes parce qu'elles ne savent pas qu'on peut les faire saisir immédiatement en pré-sententiel sans attendre le procès. Un autre exemple, une femme qui est victime de violences conjugales, elle a le droit de quitter le domicile dans lequel elle vit et de ne plus être redevable du loyer, même si elle était co-signataire ou signataire du bail, par un simple courrier en lettre recommandée avec accusé de réception. C'est un droit aussi qui est méconnu. Donc il y a beaucoup de droits des femmes qui sont sans cesse renforcés. Maintenant, je pense qu'il faut passer du droit formel au droit réel. C'est toujours ma mission au ministère de l'Intérieur de faire en sorte que les plaintes des femmes soient prises, qu'elles soient bien qualifiées et qu'elles soient transmises au parquet. C'est pour ça que pour la semaine du 25 novembre, j'ai réuni les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie pour travailler sur la manière dont les plaintes peuvent être mieux prises. Nous avons créé une grille d'évaluation du danger qui permet au dépôt de plainte de répondre à une trentaine de questions pour vraiment qualifier tous les phénomènes de violence, qu'il s'agisse des violences psychologiques, qu'il s'agisse des violences sexuelles, parce que parfois les femmes victimes de violences conjugales viennent pour les coups et ne parlent pas de viol conjugal parce qu'elles ne savent pas forcément si elles peuvent dire que c'est un viol, etc. Mais qu'il s'agisse aussi de violences économiques et du phénomène d'emprise. J'ai fait entrer dans la dernière loi que nous avons fait voter le concept d'emprise dans la loi, dans le code pénal, et donc c'est important aussi de dire aux femmes que quand elles sont victimes de violences psychologiques, elles peuvent aussi se défendre et faire valoir leurs droits. Donc ça, c'est l'engagement que nous menons. Nous venons aussi de lancer le recrutement de 2 intervenants sociaux par commissariat, par département, pour faire en sorte que les femmes, quand elles vont déposer plainte, avec leurs enfants parfois, ne se retrouvent pas forcément en face à face avec le policier ou le gendarme, mais qu'elles puissent aussi avoir un accompagnement social de quelqu'un qui va s'enquérir de savoir où elles vont se loger, comment leurs enfants seront pris en charge, est-ce qu'elles connaissent des associations, est-ce qu'elles sont bien accompagnées dans le cadre du trauma qui peut exister quand on est victime de violence. Donc ça, c'est ce que nous faisons au ministère de l'Intérieur pour nous engager sur cette question. Moi, je souhaite que ce sujet reste une priorité parce que les violences ne s'arrêtent pas pendant le confinement, elles perdurent. C'est pour ça qu'on a recruté de nouvelles personnes, 12 nouveaux policiers pour la plateforme qui s'appelle arrêtonslesleviolences.gouv.fr, qui est une plateforme où les femmes peuvent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parler avec les policiers, les gendarmes, des violences qu'elles ont vécues. Ça s'adresse aux femmes, aux témoins également. Tout mon discours vise à dire que quand on voit la maison du voisin qui brûle, on appelle la police. Quand on entend des violences conjugales ou des violences sur les enfants, on devrait appeler aussi la police. Et d'ailleurs, 20% à peu près des gens qui contactent cette plateforme sont des mineurs, soit parce qu'ils sont victimes de violences intrafamiliales ou sexuelles, soit parce qu'ils sont les témoins de violences conjugales sur leur mère et qui décident donc de saisir cette plateforme. Et je souhaite évidemment qu'on en fasse toujours plus, tant qu'il y aura encore des violences conjugales qui existent depuis l'Antiquité. Il faut toujours en faire plus pour réussir à venir à bout de ce phénomène. On l'accuse à droite de ne pas aller suffisamment loin, de ne pas cibler, on pourrait même dire de ne pas cibler suffisamment. Est-ce que vous pensez que ce débat sera très, très difficile, très agité, très conflictuel, ou est-ce qu'il va apaiser? Parce qu'il y a ces conditions d'apaiser la société française. Peut-être je remonte monsieur, pour la tribune de Genève, pour répondre sur la loi de 1905, vous avez tout à fait raison. C'est une loi qui vient toucher à la loi de 1905, mais qui vient vraiment la renforcer. C'est-à-dire qu'on ne supprime aucun des équilibres fondamentaux de la loi de 1905. Comme vous le savez, c'est aussi pour ça que c'était important pour moi de m'adresser à vous qui représentez la presse internationale et donc en fait le monde à travers vous. C'est important aussi de m'exprimer sur cette spécificité française qui est la laïcité. Parce
parce que je sais à quel point elle peut parfois être mal comprise, parce que c'est le propre de notre histoire en France et dans quelques autres pays. Et donc la loi de 1905, elle prévoit qu'il y ait, c'est une grande loi de séparation entre les églises et l'État. Et donc elle prévoit par exemple que quand on est fonctionnaire et qu'on représente la République, on n'arbore pas de signes religieux parce qu'on considère qu'on représente la République et que la République doit s'adresser indifféremment à tous les citoyens et ce, sans tenir compte de leur religion ou de leur non-religion. Et donc dans cette loi, on renforce la neutralité religieuse pour les délégations de services publics, les DSP. Par exemple, dans les transports, quand un service de transport sera confié à une entreprise privée par délégation de services publics, cette entreprise aura l'obligation de conserver la neutralité religieuse. Et donc ça veut dire ne pas imposer des pratiques religieuses, ne pas porter de signes ostensibles de religion, etc. Maintenant, j'entends les critiques qui viennent essentiellement de l'extrême droite et de l'extrême gauche, et je me dis que peut-être que ça veut dire qu'on est sur une ligne de crête, quand on a à la fois des gens qui vous disent vous ciblez trop l'islam et d'autres gens qui vous disent vous ciblez pas assez l'islam. Moi, j'appelle chacun à regarder la loi. Dans cette loi, il n'y a pas le mot islam une seule fois, et pour cause, et il n'y a pas le mot musulman une seule fois non plus. Donc c'est vraiment une loi qu'a voulu le président de la République pour conforter les principes républicains. On ne cible pas une religion, en revanche, on apporte une réponse à l'islamisme radical. Et pour répondre à votre question sur le fait d'apaiser, moi j'ai entendu des gens qui disaient « Oh là là, faut pas faire cette loi, c'est inflammable, ça va pas apaiser ». Moi je crois qu'en fait ce qui n'apaise pas la société et ce qui n'apaise pas les Français, c'est de savoir qu'on peut égorger deux femmes qui sont en train de prier le matin, décapiter un professeur, proférer des menaces ou de l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est ça qui n'est pas apaisant. Et ce qui est apaisant, au contraire, c'est de se dire que le gouvernement prend à bras-le-corps cette question assez courageusement et de façon assez inédite pour y apporter des réponses et faire en sorte que chacun puisse vivre dans la paix, dans la tranquillité, y compris sans endoctrinement de la part de cette idéologie islamiste radicale. Et je pense que ce qui n'apaise pas, c'est qu'en fait, pendant des années, on n'a pas pris ce sujet à bras-le-corps, justement, pour se dire on va laisser la poussière sous le tapis, on va rien toucher, et on voit où nous ont amené tous ces petits compromis de la classe politique, mais d'une partie aussi de la société. Le fait de fermer les yeux sur les compromissions avec les islamistes nous ont amené à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc moi, je pense qu'il est courageux de la part du président de la République de prendre ce sujet à bras-le-corps, et je suis fière avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de pouvoir porter cette loi, parce que justement, je pense qu'elle est de nature à dire ce que la République tolère et ce qu'elle ne tolère pas. J'avais une question sur les Samuel Paty et le rapport, c'était vous, monsieur? Oui, c'était plutôt l'entretien au monde. Absolument. Alors d'abord, il y a une enquête en cours et donc il y a un travail de la justice et vous savez qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, on peut exprimer sur cette affaire particulièrement. Néanmoins, j'entends bien ce qui est dit dans le monde et je pense que la responsabilité du gouvernement, c'est ni de fermer les yeux, ni de vouloir cacher la réalité. Je pense qu'il serait vain de dire non, c'est pas vrai, tout allait bien. En fait, si tout était bien allé, on n'en serait pas arrivé là. Donc il y a forcément des choses qui n'ont pas été faites comme elles auraient dû être faites. Maintenant, il est facile a posteriori de dire si on avait fait ci, si on avait fait ça. En revanche, je pense que notre responsabilité, c'est de mobiliser justement et de donner une impulsion. C'est pour ça qu'hier, avec le Premier ministre, on était dans une CLIR, mais on était aussi avec le ministre de l'Éducation nationale et les référents des unités valeurs de la République, qui sont des unités qui existent maintenant dans chaque rectorat, pour faire en sorte justement qu'on ait quelqu'un à qui s'adresser. Parce que moi, ce qui me brise le cœur, c'est de savoir qu'il y a des professeurs en France qui sont confrontés à ces difficultés dans des débats autour de la liberté d'expression, dans des débats sur des questions de laïcité, et que ces professeurs parfois sont seuls et ne savent pas exactement à qui ils peuvent s'adresser en confiance pour essayer, y compris, de partager les difficultés qui existent quand vous faites face à des enfants qui ne veulent pas recevoir cet enseignement ou quand vous faites face à des parents qui font du forcing pour rentrer dans l'enceinte de l'école. Moi, je suis une fille de prof et j'ai appris que l'école, c'est un endroit qui a un caractère sacré et que les parents d'élèves qui rentrent dans l'école ne doivent pas rentrer en revendiquant ou en expliquant aux enseignants qu'ils savent mieux qu'eux quoi faire, mais qu'ils doivent rentrer dans une démarche de dialogue, de discussion, à la place réciproque de chacun et dans les prérogatives de chacun, du parent d'élève et de l'enseignant. Donc je pense qu'il est extrêmement important que la justice puisse faire son travail et faire toute la lumière sur tout ce qui s'est produit et nous dire exactement où il y a eu des manquements. Il est aussi important que l'institution regarde en face ce qui s'est passé, non pas pour pointer des responsabilités individuelles, mais pour se remettre en cause sur la manière dont on peut encore mieux défendre ces enjeux de laïcité et soutenir les fonctionnaires et notamment les enseignants. Je voudrais vous interroger sur l'impact de la pandémie sur la société, les citoyens, les inégalités
la violence conjugale et les mesures que le gouvernement français prend pour faire face à ces défis. Merci beaucoup. Bonjour Anne Kowalska, je travaille pour la télévision polonaise. En tant que polonaise, je dois vous poser la question sur les droits de femmes parce que, comme vous le savez sûrement, depuis quelques semaines, il y a des manifestations en Pologne, des manifestations historiques de femmes parce que le gouvernement a quasiment interdit le droit à l'avortement. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que l'Europe devrait réagir? Je pose cette question parce que je sais que c'est un sujet très sensible en France et que mon Bob, notamment hier après-midi d'aller en Pologne et rencontrer ces associations aussi avec dans une zone sans LGBT. Voilà. Merci. Et s'il est possible encore, peut-être pour... ça fait un peu dispatcher, on a un peu chacun nos préoccupations, mais une question plus personnelle sur la laïcité. On lit dans des portraits de concernant que vous-même aviez, il n'y a pas si longtemps, une conception, on dirait, on utilise, c'est un peu des slogans, une conception plus apaisée de la laïcité, moins combative ou combattante aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous reconnaissez? Est-ce que vous-même, vous avez évolué ces dernières années dans cette thématique, les voiles, etc. Et qu'est-ce qui vous a amené à évoluer si c'est le cas? D'abord sur la question de la laïcité, d'abord sur les portraits qui sont publiés sur les ministres de façon générale, en tout cas en ce qui me concerne, il y a à peu près en général un tiers de choses vraies, un tiers de choses exagérées ou mal comprises et un tiers de choses complètement inventées. Nous avons eu ainsi le plaisir, mon père et moi, de découvrir une soi-disant conversation que nous aurions eue dans la presse People, et c'est une conversation qui ne s'est jamais produite. Donc il y a beaucoup de gens qui sont l'homme qui a vu l'ours, comme on dit en France, c'est-à-dire des gens qui rapportent des propos, qui sont au final très éloignés de la réalité. En ce qui concerne la laïcité, les positions, je trouve, sont caricaturées. Mes positions passées sont caricaturées, mes positions présentes sont caricaturées dans l'autre sens. Et c'est bien qu'on arrive à dire « Ah oui, mais vous vous contredisez, alors je dis la même chose sur l'essentiel des sujets. » Et il y a un sujet sur lequel j'ai évolué, et je vais vous dire lequel. Mais par exemple, sur le port du voile, j'ai toujours dit la même chose. C'est-à-dire que moi, philosophiquement, je ne suis pas favorable, personnellement, à porter le voile. Bon, c'est mon choix. Maintenant, au titre de la liberté de conscience, les femmes sont libres de faire un autre choix. Et une femme qui souhaite porter un voile dans l'espace public, elle est tout à fait libre de porter un voile dans l'espace public. Une femme qui veut accompagner ses enfants à une sortie scolaire en portant un foulard ou un voile, elle est également tout à fait libre, à mon sens, de porter un voile en accompagnant ses enfants à la sortie scolaire. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit dans le passé, et c'est ce que je continue à dire aujourd'hui. C'est pourquoi je suis parfois étonnée qu'on me dise que j'ai changé d'avis dans ces portraits sur ces questions, alors que franchement, il y a là une pleine cohérence. Donc on me traite corrige, mais on me prête probablement des positions que je n'ai pas. En revanche, il y a un sujet sur lequel j'ai évolué, qui est l'utilisation du mot islamophobie. Moi, dans le passé, j'ai utilisé ce mot, islamophobie, pour désigner les attaques contre les musulmans à raison de leur religion. Et ensuite, je ne l'ai plus utilisé parce que j'ai lu un livre, qui est le livre de Charles, qui était journaliste de Charlie Hebdo, qui a été assassiné pendant les attentats de Charlie Hebdo. C'est un livre posthume qui s'appelle, je crois, Lettres aux escrocs de l'islamophobie et du racisme. Enfin, il faut remettre les mots dans l'ordre, mais je crois que le titre du livre était celui-là. Et dans ce livre, il fait une très longue démonstration. Et il explique en fait ce qu'on désigne comme islamophobie, en fait, procède des questions de racisme. Et il donne un exemple. Il dit, par exemple, quelqu'un qui va essayer de louer un logement et qui s'appelle Jean-Michel, mais qui est musulman, on ne voit pas qu'il est musulman, et probablement il aura son logement. Et quelqu'un qui s'appelle Mohamed et qui n'est absolument pas musulman, qui ne pratique pas du tout cette religion, qui ne croit pas dans cette religion, et ben, il est aussi probable que pour des raisons racistes, il n'ait pas ce logement parce qu'on va projeter des choses sur lui. Et ça, c'est très intéressant. Il y a une étude qui a été faite par l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès là-dessus, sur le racisme contre les musulmans et la façon dont des gens projettent une religion sur d'autres gens. Ça, c'est les préjugés et les stéréotypes. On a tous et toutes des stéréotypes, mais certains, en voyant d'autres personnes, se disent « Ah, il a l'air musulman ». Personne n'a l'air d'une religion. Une religion, ça relève de l'intime, de la foi, du personnel, etc. Donc je pense que c'est également important d'avoir ça en tête. Et en ce qui concerne la laïcité, moi je défends ce que j'appelle la laïcité point.
J'ai coécrit un livre là-dessus qui s'appelle Laïcité point, que j'ai écrit avec le directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, Janine Pelletier, dans lequel je dis justement que la laïcité, c'est la laïcité. Elle n'a pas besoin d'être adjectivée et on n'a pas besoin de lui rajouter qu'elle est combattante, apaisée, etc. Je pense que la laïcité, c'est ce grand principe de séparation des églises et de l'État, l'État chez lui, les églises chez elles. La laïcité, c'est aussi la liberté de conscience, donc le droit de changer de religion, de naître une religion, de passer à une autre religion. C'est aussi la liberté de culte, et c'est une liberté fondamentale et non négociable. Chacun a le droit de pratiquer un culte sans être inquiété pour cela, et chacun a le droit aussi de croire ou de ne pas croire sans être inquiété pour cela. La spécificité française aussi de la laïcité, c'est qu'on a le droit de ne pas avoir de religion, de garder pour soi sa religion. Et de dire que, contrairement à d'autres pays, on n'a pas à déclarer publiquement quelle est sa religion. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui nous permet d'être considérés comme des citoyens point. Et qui nous permet de faire en sorte, j'en termine parce que je suis un peu longue, mais de faire en sorte de considérer que les lois de la République sont au-dessus de toute coutume. Je sais qu'il y a certains pays dans le monde dans lesquels on nous dit, par exemple, l'excision, c'est une pratique, et si ça fait partie des pratiques de la communauté de la jeune fille, eh bien, on ferme les yeux sur l'excision. Parce que c'est sa pratique, c'est sa communauté, il faut respecter les coutumes, c'est du relativisme culturel. En France, on considère que les lois s'appliquent à tous et à toutes, et on considère que c'est ce qui permet justement d'être protégé également vis-à-vis de pratiques coutumières. La loi est au-dessus de la foi. Chacun a le droit d'avoir sa foi, et la loi est au-dessus de la foi, et c'est la loi qui nous réunit. Et c'est donc ce que j'ai appelé avec Jamie la laïcité point, qui n'est pas une laïcité de combat, mais qui n'est pas non plus une laïcité libérale, apaisée, ou qui s'excuserait d'être la laïcité. J'espère que j'ai répondu à votre question. Sur la question du Covid, qui est très importante, oui, il y a un impact fort des mesures prises avec le confinement. Et d'ailleurs, dans mes précédentes fonctions, je m'étais beaucoup entretenue avec notamment la ministre italienne, mon homologue, parce que l'Italie avait un peu d'avance sur nous en termes de temps, et du coup, il était pratique, si je peux me permettre d'utiliser ce mot, pour nous d'avoir des échanges, de dire voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous après 15 jours de plus de recul, etc. Donc c'était assez utile, et ensuite on l'a ouvert à d'autres ministres dans d'autres pays. Donc c'est très important pour nous de faire en sorte d'être vigilants et d'être dans un partage européen par rapport à ça. Nous, ce qu'on a observé, c'est que pendant le premier confinement, il y a eu plus 42% de violences à l'égard des femmes. Et pendant le deuxième confinement, qui est, comme vous savez, plus léger, entre guillemets, parce que les écoles restent ouvertes, il y a eu quand même 15% de plus de signalements de violences à la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr. Donc je pense que c'est extrêmement important d'être vigilant, et on a mis en place beaucoup de mesures. Par exemple, il y a un centre de foot du club de l'Olympique de Marseille qui a mis à disposition son centre pour héberger les femmes victimes de violences conjugales. On a créé aussi la possibilité d'appeler les forces de l'ordre à l'aide via les pharmacies. Les pharmacies peuvent appeler directement les policiers quand une femme va les chercher.